Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast, un podcast dédié à la spiritualité et au monde du paranormal. Je suis Marie-Lou et je suis Orlane. Et ensemble, nous vous proposons de découvrir des âmes lumineuses et passionnantes qui nous partageront leurs aventures et leurs expériences avec le monde de l'invisible. Pour que le voile de l'ombre se lève et que la lumière s'ouvre en chacun de nous. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Aura Podcast. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Paris pour enregistrer un épisode avec la romancière et la scénariste Claire Barré. Merci infiniment de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Bonjour Marie-Lou, et je suis très heureuse moi aussi d'être ici avec toi aujourd'hui. Donc je m'appelle Claire Barré, comme tu l'as dit, je suis scénariste, romancière, et donc aussi j'ai cette triple vie qui fait que je suis en plus chamane quand le soir tombe. Dans la journée, en plus c'est réellement comme ça que ça se passe plutôt. Dans la journée, le matin je me lève, j'écris parce que j'ai toujours beaucoup de travail, et puis de temps en temps, pas tous les jours, mais à 18h, tout d'un coup, je change d'habit, je change d'identité, et là je me mets à recevoir des gens et à jouer du tambour chamanique. Qu'est-ce que c'est être chaman, du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui se posent la question ? Alors, c'est une bonne question, parce que je crois que c'est un mot qui est très utilisé, mais qui finalement est assez peu connu. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard il y a quelques années. Le mot chaman, déjà, c'est un mot qui vient d'une peuplade de Sibérie, donc c'est un mot qui ne vient pas de chez nous, qu'on utilise, mais qui, en fait... Comment dire ça ? C'est comme si les chamans, il y en avait eu sans doute dans toutes les civilisations. Si on remonte très loin dans nos ancêtres, avec les druides, ou les guérisseurs, ou les magnétiseurs, ou des choses comme ça, en fait, c'est des personnes, hommes ou femmes, qu'on peut appeler aussi hommes-médecine, femmes-médecine, enfin, ils ont de nombreux noms, qui vont être des sortes d'intercesseurs entre les mondes visibles et invisibles. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme si on avait un œil dans le visible, un œil dans l'invisible, et qu'on était capable de faire le pont, de créer des ponts entre les deux, et donc de transmettre, pourquoi pas, des messages qui arriveraient, ou d'aller voir les corps énergétiques des personnes et de revenir avec des informations. Voilà, c'est une capacité à entrer dans ce qu'on appelle de manière très moderne un état modifié de conscience, ou un état amplifié de conscience, et dans cet état très particulier, d'accéder en fait à des espaces qui sont extrêmement symboliques, archétypaux, et dans ces espaces symboliques, on vit des espèces de contes avec des visions, des images, on peut rencontrer des esprits animaux, des esprits végétaux, des esprits qui ont forme humaine aussi, et communiquer avec eux et revenir avec des messages ou des informations qui parfois sont à décrypter. Et voilà, enfin je pense qu'on pourrait en parler longtemps parce que c'est très complexe, et c'est un peu comme ça que je peux essayer d'expliquer les choses. J'ai l'impression qu'effectivement c'est très vaste, et chaque personne a sa vision justement de qu'est-ce que c'est être chaman. On pourra en reparler peut-être plus en détail après. Mais j'aimerais déjà te demander d'expliquer justement comment tu as su que tu étais chaman, et surtout expliquer cette vision. Donc du coup, tu as eu une vision du chef de tribu amérindien Sitting Bull. Comment tu as eu cette vision ? Comment il t'est apparu ? Tout à fait. Moi, c'est vrai que je suis devenue chamane par accident, on va dire. Enfin, c'est un accident qui m'a menée jusqu'au chamanisme. C'était pas du tout quelque chose que je cherchais. C'est pas quelque chose que je connaissais. C'était pas quelque chose qui faisait partie de ma vie ou de mes recherches ou de mes espoirs, comme ça peut arriver. Il y a des gens qui sont très intéressés par toutes ces pratiques-là ou toute cette spiritualité. Moi, j'étais quelqu'un plutôt de anti-spirituel presque à l'époque. Et donc, c'est il y a 11 ans que ça m'est arrivé, où un samedi midi, alors que j'étais à table en famille, en effet avec mon mari, nos 2 enfants, on était en train de manger très tranquillement des pâtes en buvant de l'eau, donc quelque chose d'extrêmement banal. Et tout d'un coup est apparu devant mes yeux le visage de ce chef amérindien, Sitting Bull en effet. Alors moi, je ne savais pas qui c'était à l'époque.
je ne le connaissais pas. Et c'était vraiment un visage comme un hologramme, à part que il n'y avait pas le côté holographique bizarre comme des ailes de libellule. Ça ressemblait plutôt à une vieille photo, on va dire à une vieille photo très intense, un peu comme ces vieux portraits qui sont imprimés sur des plaques de verre et où donc on a l'impression que vraiment les visages, enfin les regards même de ces anciens morts nous regardent. Et là donc j'avais cette même impression de ce visage qui sortait de nulle part et qui me regardait et qui était très proche. Il était à 20 cm de moi, 20, 30 peut-être. Donc c'était très proche, très intrusif. Et surtout, au début, c'était juste un visage, des épaules, une plume. Je voyais pas le corps entier. C'était vraiment comme une photo, mais une photo vivante. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est impossible de mettre des mots dessus parce que j'ai jamais revécu ça depuis et j'avais jamais vécu ça avant. Et donc, c'était un visage très intense qui me regardait et qui était collé à moi, à mon aura. Voilà, c'est comme si quand je bougeais, il bougeait avec moi. Je pouvais pas m'éloigner de lui. Vous saviez qu'il était là pour vous. J'étais la seule à le voir, donc puisque mon mari, mes enfants ne le voyaient pas. Moi, je leur ai dit, je vois un chef indien, donc ils ont rigolé. Et après, ils ont compris qu'en fait, moi, je rigolais pas du tout, que c'était pas une blague. Je me suis levée, j'ai été sur Internet, j'ai cherché chef amérindien, chef indien. J'ai vu apparaître tous les visages. J'ai pu reconnaître Sitting Bull parce qu'il était très reconnaissable, vraiment. Et donc, une fois que j'ai compris qui c'était, que j'ai commencé à faire des recherches sur lui en me disant je vais comprendre pourquoi il est là en fait, parce que pour moi c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver dans la vraie vie, de voir un mort. Voilà, ça faisait partie de la science-fiction, du fantastique ou des choses comme ça. Et donc de vivre quelque chose qui pour votre cerveau occidental en fait est impossible, et tout d'un coup toutes vos croyances s'effondrent. Et donc, je me suis retrouvée parce que ça a duré 4 jours. Donc. Le jour, la nuit, vous dites. Alors, même la nuit, je dormais. Douche. Oui, non, voilà. c'est ça qui était, même quand j'allais faire pipi, quoi. Voilà, prendre une douche, enfin, tout, en fait. 24 heures sur 24. Non, heureusement, quand je dormais et j'avais même pas de rêve et je plongeais dans des sommeils sans fond. Mais le matin, quand je me réveillais, j'ouvrais les paupières et je me disais, est-ce qu'il va être encore là? Et il était encore là et je me disais, mais mince, mais comment je vais faire? Il y avait un moment, je me disais, je vais devenir folle. Si j'ai pas d'explication et si je ne comprends pas ce qu'il fait là, et j'avais l'impression qu'il avait un message. C'était ça, la seule impression que j'avais, c'était qu'il avait quelque chose à me dire. Mais moi, je savais pas, je pensais même pas qu'on pouvait parler aux esprits, donc je savais pas quoi faire. En fait, j'étais complètement démunie. Et à un moment, j'ai lu sur un site qu'il était considéré comme un chaman amérindien. Et quand j'ai vu le mot chaman, je me suis dit, voilà, il faut que j'aille voir un chaman. Parce qu'un chaman va pouvoir entrer en contact avec lui, va pouvoir lui demander ce qu'il veut, va pouvoir lui demander de repartir, de requitter ma vie, parce que c'était trop à supporter. Et puis même, je pense que au bout d'un moment, je sentais quand même que quelque chose était en train de se fendre en moi. Et j'avais pas du tout envie de tout lâcher parce que, encore une fois, j'étais mère de famille, mariée, je pouvais pas tout lâcher. Ma vie était très construite. Et donc, quand j'ai vu le mot chaman, je me suis dit, je vais contacter un chaman ou une chamane. J'ai cherché chaman Paris sur Google et je suis tombée en fait sur le premier site, je crois, sur lequel je suis tombée. Et c'était le site d'Elena Michetchkina, une chamane russe qui vivait à Paris à l'époque et qui maintenant est en Espagne. Et ça s'appelait néo-chamanisme, je crois. Et sur la page d'accueil, il y avait un aigle. Donc j'étais complètement avec les Amérindiens, donc ça avait du sens pour moi. J'ai vu qu'elle était russe. Ça a fait tilt. En fait, tout de suite, je me suis dit, c'est elle, il faut que j'aille la voir. En fait, c'est comme si tout d'un coup, avant ça, je sais pas vraiment si j'écoutais mes intuitions, peut-être oui, en tout cas mon inspiration, ça c'est certain. Mais là, tout d'un coup, c'était tellement fort et tellement puissant et tout était tellement remis en cause que la seule chose que je pouvais écouter, c'était mes intuitions. Donc j'ai écouté Chaman, je me suis dit, tiens, c'est elle, et j'y étais. Voilà. Et en fait, donc quand j'ai été la voir, déjà quand je l'ai appelée, elle m'a dit, oh mais oui, venez, vous en faites pas, c'est normal. Elle était pas du tout inquiète, donc déjà ça c'était bien. C'est rassurant. Parce que moi j'étais quand même très inquiète. Oui, je comprends. Et après elle m'a joué du tambour, enfin elle m'a expliqué quelques petites choses sur le chamanisme. Elle m'a proposé de me jouer du tambour. Et en fait, quand elle a commencé à jouer du tambour, j'ai vraiment fait un voyage chamanique, mais on va dire extrêmement puissant, trop puissant même. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus en détail votre voyage ? J'ai eu une espèce de double expérience, une expérience physique, énergétique très forte. Et du côté de mon esprit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à l'orée d'une forêt. Donc, tout était enneigé. C'était la nuit. Le ciel était vraiment bleu électrique. Un peu, voilà, moi, je prenais un peu du LSD quand j'étais jeune, tout ça. Et on voit les couleurs d'une manière très, très, très vive. Et là, j'avais l'impression d'avoir ce genre de couleur-là, c'est-à-dire quelque chose de très vif. Donc, j'étais là, j'étais pieds nus, dans la neige, je voyais mon corps. Et tout d'un coup, en fait... entre les arbres est apparue une louve très en colère. Donc elle grognait. C'était une grande louve grise et vraiment elle était effrayante. Et je me disais, mais si je bouge un muscle de mon corps psychique, parce que c'était mon corps psychique, elle va me déchiqueter. Et en fait, la chamane, Elena, juste avant de partir, elle m'avait dit une chose. Elle m'avait dit,
demandez aux esprits de vous emmener à votre indien. Et donc là, je me suis dit, ok, donc en fait, ce loup, ça doit être un esprit. Donc j'ai regardé le loup en face, et donc de manière télépathique, je lui ai dit, je n'ai pas peur de toi, emmène-moi à Sitting Bull. Et là, tout d'un coup, le loup a complètement changé d'attitude, alors qu'elle était extrêmement, vraiment, mais virulente, en colère. Elle s'est complètement calmée. Elle m'a regardée avec un air un peu entre admiratif et sympathique, l'air de dire, bon, bah ça va, tu n'as pas peur de moi, donc tout va bien. Et là, elle s'est retournée, elle a commencé à entrer dans la forêt, puis elle s'est retournée vers moi en me disant, suis-moi. Et en fait, je me suis dit après, peut-être que si j'avais eu tellement peur que j'avais pas osé la suivre ou lui dire j'ai pas peur de toi, peut-être que je serais revenue dans mon corps et que ça se serait arrêté en fait. Donc c'était presque comme un test. C'est un peu comme quand on a, enfin dans la mythologie grecque, quand on dit que pour entrer dans le monde des morts, il y a d'abord Cerbère, l'espèce de chien terrifiant à trois têtes qui vous empêche de passer. Donc en fait c'est comme un gardien du seuil. Donc cette louve, elle était un peu là, alors que maintenant, bien sûr, c'est mon allié, comme le gardien du seuil, un peu pour peut-être tester mon courage. Et une fois qu'elle a vu que le courage était là, elle m'a laissé passer. Et c'est elle qui m'a menée au cœur de la forêt. Donc je marchais, je voyais autour de moi les arbres avec des espèces d'éclats de lune. Tout était d'une beauté. Je voyais les détails comme si j'avais un regard d'abeille presque, où je voyais tous les détails de l'écorce, de tout ça. Et on est arrivé au cœur de la forêt dans une clairière. Et là, en fait, il y avait Sitting Bull. Et il était en fait de profil face à un feu qui n'était pas encore tout à fait allumé. Et moi, j'entendais en fait le tambour d'Elena comme s'il venait d'un autre espace-temps. Et sinon, il y avait un épais silence. Et donc, je me suis approchée, mais je restais quand même à distance. Lui, il me regardait pas du tout. Et il y avait comme une sorte de jeune natif indien, amérindien, qui dansait dans le fond au son du tambour. Et en fait, tout d'un coup, donc Sitting Bull s'est mis à souffler sur le feu. Et quand il a commencé à souffler sur le feu dans cette forêt, c'est là qu'en fait, il y a de la lave qui a commencé à chauffer dans mon ventre à Paris. Ça a tout déclenché. Voilà. Okay, oui. C'est ça qui a déclenché en fait la montée énergétique folle de mon corps, sur lequel je n'avais plus aucune action possible. Je pouvais plus rien faire pour lui. Il était tout seul, mais je sentais quand même ce qui lui arrivait. Et là, donc, le feu s'est mis à brûler. Là est arrivé un aigle immense qui était plus grand que moi, un aigle brun. Et en fait, il m'a pris sur ses épaules, enfin sur son dos. Et vraiment, je sentais à la fois la douceur de la plume et la dureté de l'arête qu'il y a à l'intérieur de la plume. C'est-à-dire que j'avais vraiment des sensations physiques extrêmement fortes. Et donc l'aigle, en fait, m'a fait voler au-dessus de cette forêt. Et on s'est retrouvés au-dessus d'une espèce de vallée, comme des espèces de petites collines enneigées, où il y avait en fait des corps d'Amérindiens morts. Et c'était mais d'une tristesse, c'était atroce. J'avais l'impression de revoir une scène que j'avais vue et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et je voyais ces Amérindiens morts dans la neige. Et en même temps, je me disais, c'est trop bizarre, pourquoi ils sont dans la neige? Parce que pour moi, les Indiens, c'était comme dans les westerns, ils étaient en Arizona, dans les déserts et tout ça. Et bon, bref, l'aigle m'a reposé. Et là, en fait, Sitting Bull n'était plus de profil, il était face à moi. C'est là qu'il a plongé sa main dans mon ventre, il l'a remonté dans mon torse, il a décroché mon cœur, il a ressorti mon cœur de mon torse, il me l'a montré comme un trophée. Donc c'était pas du tout sanglant, ça ressemblait un peu à une lampe Art Nouveau, voilà, c'était assez joli. Et il a plongé ce cœur dans ma tête, à la place de mon cerveau. Et là, tout d'un coup, ça s'est mis à battre. Mon cœur battait dans ma tête et dans mon cerveau. Et là, en fait, il s'est approché de moi, il a collé son front contre le mien. Et là, en fait, je sais pas ce qu'il a fait, il a soufflé dans mes narines. Et en fait, au moment où il a soufflé, tout a disparu. Il y avait plus de forêt, il y avait plus rien, il y avait plus le feu, il était même lui plus là. Moi-même, j'étais plus là. En fait, j'avais plus de corps, alors que jusqu'à présent, j'avais comme un corps de rêve, on va dire, un corps psychique. Là, j'avais plus rien. Il y avait plus qu'en fait une espèce de lumière verte, entre verte et jaune fluo, qui pulsait. Et c'est là que j'ai entendu la voix de la chamane qui disait « Revenez, revenez », etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plus de tambour depuis sans doute un moment, et je savais plus du tout où j'étais, et je pleurais, tout ça, et la chamane a réussi à me faire revenir tranquillement. C'est rigolo parce que dans votre livre, vous parlez de cette vision comme un incident et vous le répétez plusieurs fois. Et ça m'a vraiment fait tilt parce que je me suis dit que pour moi, c'était péjoratif. Enfin, le mot incident est péjoratif. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de positif dans votre vie. Le fait d'avoir découvert côté-là de vous, d'avoir compris qui vous étiez, etc. Mais sur le moment T, c'était un incident. Et même Elena, du coup, la chamane que vous avez rencontrée, vous a dit « Oula, bah, vous êtes foutu, vous êtes chamane. » Oui, voilà, du coup, je trouve que c'est assez violent comme révélation, quoi. Elle m'a dit ça avec un air très gentil et plein de compassion. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit précisément ça. Vous êtes foutu, vous êtes chamane. Et mais oui, mais c'est un incident, c'est un accident psychique. Parce que vraiment, moi, ça faisait 40 ans que je vivais sur cette terre. Au bout de 40 ans, on a l'impression quand même de connaître à peu près les règles de cette vie. On a eu des illusions, des désillusions. On a l'impression de se connaître à peu près, de savoir à peu près dans quel monde on navigue. On a quelques certitudes. Alors moi, j'avais aussi beaucoup de doutes. J'avais pas que des certitudes, mais j'en avais quand même quelques-unes. Et là, tout d'un coup, j'avais plus rien. Donc c'est un incident
Après, j'utilise aussi ce terme parce que je suis scénariste et que l'incident déclencheur, c'est ce qui déclenche une histoire dans la dramaturgie. Et donc, c'est aussi pour ça que j'utilise ce terme. Donc, qui n'est pas forcément péjoratif. L'incident déclencheur, c'est ce qui, dans une histoire, on va appeler jusqu'au jour où. Tout allait bien dans sa vie jusqu'au jour où il se passe telle chose qui va bouleverser le reste. Et donc moi, j'ai eu 40 ans de vie où il s'est passé beaucoup de choses avant, bien entendu, mais jusqu'au jour où quand même, en février 2014, Sitting Bull apparaît alors que je suis en train de manger dans ma cuisine et ça a quand même bouleversé et changé toute ma vie. Et elle, pourquoi elle disait « vous êtes foutus » ? Parce que pour les peuples premiers et pour les peuples qui sont encore en lien avec le chamanisme et ses spiritualités animistes, être chaman, c'est une charge, c'est pas une chance en fait. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde voudrait être chaman et là-bas, c'est plutôt personne ne voudrait l'être. Alors maintenant, ça a changé. Parce que maintenant, ils ont compris qu'il y avait beaucoup que ça intéressait beaucoup les touristes et que donc il y avait un tourisme chamanique qui se développe en Mongolie, en Sibérie, en Amazonie et ailleurs. Donc là, il y a un peu le même problème avec tout le monde veut être chaman et donc il y en a certains qui sont vrais, d'autres qui sont pas vrais, d'autres qui sont là pour faire de l'argent, etc. La mode. Voilà. Et même en Mongolie, ce qu'on dit, c'est qu'il faut quitter Oulan-Bator et les grandes villes pour voir des vrais chamans. Il faut vraiment s'enfoncer dans la steppe. Et voilà. Donc pour elle, à l'époque, c'était 2014, il n'y avait pas forcément encore cette espèce d'élan du chamanisme en Occident. Et c'est pour ça que moi, j'étais pas très au courant de tout ça du tout. Enfin, je savais même rien. Et donc, pour elle, c'était une charge. Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait accepter et qu'en plus, je ne pouvais pas ne pas accepter. C'était ça qui était étrange. C'est qu'elle m'a dit, comme c'est un mort qui est venu vous chercher, si vous n'apprenez pas les techniques, pratiques, chamaniques, etc., il va revenir. C'est ça. Et en fait, moi, je voulais pas qu'il revienne. Donc, je me suis retrouvée. J'avais un peu l'impression qu'il y avait comme un chantage aussi. C'est pour ça que c'est aussi un incident. C'est que c'est pas une chose que je souhaitais. Donc maintenant, bien entendu, 11 ans après, je vois que ça n'a été qu'un cadeau. Et je vois que tous les fruits de cette graine qui a été plantée ce jour-là sont des fruits magnifiques, beaux, somptueux, enrichissants. Mais sur le moment, je ne le savais pas. Et c'est venu perturber mon quotidien, c'est venu perturber ma vie. Et c'était quand même, c'était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Donc ça reste quand même une sorte d'accident. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Qu'est-ce que ça a induit ? Alors, j'ai pas tout de suite commencé une formation. Au début, je continuais juste à écouter le tambour dans mon coin. Elle m'avait donné un enregistrement et à chaque fois, je faisais des voyages un peu fous. Donc, je me disais, mais il faut vraiment que j'explore tout ça. Et ça a l'air quand même passionnant et ça a l'air fou parce que les voyages chamaniques, c'est quand même quelque chose, quoi. On rencontre des animaux, il se passe des choses, on a des espèces de missions à accomplir. Ça ressemble à Game of Thrones parfois, où voilà, on se retrouve à affronter des esprits, à devoir trouver des solutions à l'intérieur de ce monde psychique incroyable. Et donc, c'était quand même assez fabuleux. J'avais l'impression d'avoir ouvert une porte, vraiment d'être Alice au pays des merveilles et d'être tombée dans un terrier et de me dire, mais il faut vraiment que je comprenne comment fonctionne ce monde et comment fonctionne en fait cet état de conscience. Je suis retournée vers Elena. Elle avait toute ma confiance et c'est auprès d'elle que je me suis formée, que j'ai été à des week-ends d'initiation, d'abord en grand groupe, après en tout petit groupe où on n'était plus qu'une petite poignée d'apprentis chamans à apprendre aussi bien le désenvoûtement, le recouvrement d'âme, voilà, toutes les pratiques et techniques chamaniques qu'elle pouvait. Elle, on avait l'impression que c'était une encyclopédie. Et en plus, ce qui était génial, c'est qu'on rencontrait d'autres gens qui étaient dans la même démarche ou qui avaient eu un peu le même genre d'accident, le même genre de parcours. Et au bout d'un moment, parce que moi, au début, j'avais l'impression que j'étais folle quand même. J'arrivais pas à en parler. J'en ai parlé à mon mari et mes enfants parce qu'ils étaient près de moi, mais j'avais honte. J'osais pas en parler même à mes sœurs, à mon frère, à mes amis. Ça me semblait tellement incongru. Maintenant, c'est ma vie et je peux en parler librement et je me pose même pas la question de me dire est-ce que je peux en parler ou non, parce que oui, ça fait partie de ma vie et pour moi, c'est mon quotidien en fait. Mais à l'époque, c'était tellement loin de mon quotidien et tellement loin de mon système de croyances que je n'en parlais à personne. Et donc, ces groupes ont permis aussi de créer des amitiés et de se dire au bout d'un moment, mais en fait, peut-être que je suis pas folle et en fait, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est partagé et c'est peut-être même une aptitude du cerveau humain, de la conscience humaine, d'être capable de se mettre en état de réception, de réceptivité et de voyage. Et justement, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Est-ce qu'on part, entre guillemets, en transe à chaque fois qu'on entend un tambour ? Est-ce que c'est en fonction des musiques qui sont jouées ? Est-ce que c'est une problématique qui se délie à chaque moment de sa vie ? Parce que comme dans un soin énergétique, par exemple, on dit qu'on a des couches d'oignons et que chaque chose se libère et sort au moment opportun. Par exemple, quelqu'un veut venir pour telle chose, mais finalement, c'est pas cette chose qui va se passer. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est pareil ? Le vécu est pareil pour chaque personne ? J'imagine que non, mais... C'est complexe à exprimer parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, en fait.
fait. Donc c'est toujours difficile d'exprimer une expérience sensorielle, psychique, où en plus on est dans un monde à moitié invisible à l'intérieur de sa tête et où donc ce qu'on ressent est purement subjectif aussi. Alors en fait, le voyage chamanique, il est quand même assez différent pour chacun, au début particulièrement. Il y a des gens qui sont extrêmement... Déjà, il y a des gens qui, au départ, ne parviennent pas à voyager, tout simplement. Pourquoi ? Parce que leur mental les bloque, la peur les bloque surtout. Parce qu'en fait, ça peut faire peur de se dire, mais si je pars et que je vois des monstres, si je pars et que je n'arrive pas à revenir, parce qu'il y a l'idée de partir, en fait, qui fait peur. Alors qu'en fait, c'est presque une fausse idée, parce que l'idée, c'est pas de tout plaquer et de partir. L'idée, c'est d'entrer éveillé à l'intérieur d'un monde qui ressemble au monde des rêves. Mais c'est d'y entrer, c'est pas de... En fait, c'est pas déjà d'ouvrir une salle de cinéma où tout d'un coup, il y a un film projeté par quelqu'un d'autre qui va apparaître. C'est plutôt l'idée de se dire, OK, je vais avoir une intention et je vais essayer d'entrer à l'intérieur de mon royaume intérieur, de ce royaume des esprits qui est aussi le royaume de mon esprit, d'y entrer moi, en étant moi-même la voyageuse. Le tambour, c'est mon cheval, c'est celui qui me permet d'entrer en voyage. Et à partir de là, quand j'arrive dans cet espace-temps, hors de l'espace et du temps, je vais pouvoir interagir avec les éléments de ma vision ou de mon rêve. Les gens peuvent appeler ça un rêve aussi, mais c'est pas grave en fait. On peut appeler ça un rêve, une vision, un voyage. Moi, j'utilise peu le mot transe. Alors pourquoi ? Parce que c'est peut-être parce que le mot, je trouve, fait peur et que je trouve que le voyage, ça donne plus envie déjà. Mais transe, peut-être que ça se rapporte plutôt aux gens qui ont des voyages qui sont très sensoriels et très corporels, on va dire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon premier voyage. J'ai eu un voyage qui était à la fois complètement kinesthésique et complètement visuel et visionnaire, on va dire. On peut voyager avec tous ses sens. Donc, on peut voyager avec son corps, on peut voyager avec sa capacité de visualisation intérieure, on voyage avec ses sens intérieurs, avec la capacité de la clairaudience pour entendre des choses qui ne sont pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. On peut entrer en communication par télépathie avec les esprits animaux, humains, végétaux qu'on rencontre. Et après, en fait, c'est quelque chose qu'il faut essayer, quoi. Je sais pas comment dire. En fait, on pourrait en parler. Mais en fait, je crois que c'est ça qui est assez génial avec le voyage chamanique aussi, c'est que c'est partageable et que même des gens qui, au départ, ne voyagent pas, au bout d'un moment, ça peut se déclencher. Vous parlez aussi d'animal totem. Lors de ces voyages chamaniques, on peut les rencontrer. Qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter ? Des messages ? Est-ce que c'est un mort qui vient prendre l'apparence d'un animal ? Est-ce que c'est un guide ? Moi, je les appelle les animaux alliés ou les animaux guides. Et d'après ce que je comprends en tout cas, ce sont à la fois des guides, des enseignants, des protecteurs. Ce sont eux en fait qui nous guident, surtout au début, à travers ces espaces de conscience. Et tel que je le comprends aussi, mais encore une fois c'est subjectif, ces animaux c'est aussi une part de nous. C'est-à-dire que on est né dans des sociétés qui sont extrêmement civilisées. On a perdu tout lien avec notre nature sauvage et naturelle. Et donc, nous, on vit avec 1000 masques. Déjà, on est habillé, on est poli, on est civilisé, on est beaucoup de choses. Mais on est complètement déconnecté de la terre, de la nature et de notre propre nature. Et tout d'un coup, de rencontrer un loup, c'est comme si le loup te dit, regarde, tu fais partie de ma tribu. Et si tu étais né libre, sur une terre libre et naturelle, peut-être que tu ferais partie de la famille des loups. Et donc, c'est un peu une manière de se reconnecter à son corps, à son instinct, à sa puissance. Mais tout animal est puissant et tout animal a sa médecine. Et donc, en fait, vous pouvez rencontrer un papillon et ce papillon va vous transmettre sa médecine. La médecine de la légèreté, la médecine du côté éphémère et joyeux de la vie. La médecine, d'une espèce de connaissance, de la métamorphose. La grenouille peut vous expliquer la métamorphose aussi. Elle peut vous expliquer comment on passe de l'élément liquide à l'élément terrestre. Elle peut vous expliquer que le chant peut guérir. Vous pouvez rencontrer une fourmi qui va vous expliquer justement, ne serait-ce que parce qu'elle est là, que ce qui compte, c'est la solidarité. Et que finalement, même minuscule, même petit, si on est 100, on va pouvoir déplacer des montagnes. Tous les animaux sont puissants et chaque animal a sa médecine et il n'y en a pas un seul qui est négatif. Et moi-même, ça peut m'arriver de rencontrer des araignées. Et à un moment, si vous rencontrez un animal qui est malade ou qui s'est, blessé, l'araignée va venir et va le recoudre. Donc en fait, chaque animal vient avec sa médecine. Donc il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre. Mais surtout, ce qui est beau avec les animaux, c'est qu'ils arrivent en étant eux-mêmes, parfaitement eux-mêmes. Un lion arrive, vous savez que c'est un lion, qu'il va falloir peut-être faire attention, qu'il va falloir beaucoup de respect, mais en tout cas, c'est un lion. Voilà, il vous ment pas. Les êtres humains peuvent avoir plusieurs visages et les animaux non. C'est pour ça qu'on peut totalement se fier à un animal qui apparaît dans un voyage, parce que même s'il se montre en colère, peut-être qu'il vous montre simplement votre propre colère. En parlant d'animal, vous parlez de votre chat,
Shasta, est-ce que je le prononce correctement? C'est ça, Oui. Shasta. Du coup, que vous considérez un petit peu comme votre allié aussi et votre guide, et qui, de l'au-delà, vous aide à faire vos soins, vos voyages chamaniques, etc. C'est toujours le cas? C'est moins le cas. C'est D'accord. vrai que c'est ce qu'il a fait juste après sa mort. Juste après être passé de l'autre côté, le lendemain, j'avais un tambour chamanique. Je recevais quelqu'un pour une séance de tambour, donc j'étais quand même dans un état de tristesse assez grande, assez grand. Et au moment où j'ai commencé à jouer pour l'homme qui était venu, j'ai vu mon chat arriver, donc qui était un vieux chat. Il avait 17 ans et il était très malade. Et là, il est arrivé dans son énergie justement de jeune chat, peut-être 2-3 ans, et il est venu m'aider à faire un soin. Et pendant quelques jours, il est resté, il m'a aidé à faire des soins, puis après il est reparti. Il avait autre chose à faire peut-être. Puis c'était, je pense, pour moi aussi, pour me consoler. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est qu'il est venu me voir tout de suite pour me dire mais t'en fais pas, tout va bien, je suis là. Et c'est vrai que c'était beau et que c'était touchant et que c'était un moment important. Qu'est-ce que vous pensez de la réincarnation? C'est comme toujours, je pense qu'on a plus de questions que de réponses Oui. dans la vie. En tout cas, moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Mais on va dire que c'est quelque chose que je ressens comme possible. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de porter en moi un vieil esprit qui est bien plus vieux que moi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai l'impression que quand on part en voyage ou tout ça, on se connecte à une espèce de soi plus ancien que soi, qui a bien des mémoires et bien des vies à son actif, et qui, du coup, peut aussi nous enseigner des choses. Et j'ai déjà eu, en voyage chamanique, et même parfois sans tambour et sans voyage chamanique, des flashs de vie antérieure. Voilà, des flashs de vie antérieure. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vraiment, une fois où j'ai revécu quasiment toute une vie. Une fois où j'ai revécu des scènes un peu traumatiques, par exemple. D'autres fois, des scènes pas du tout traumatiques, au contraire, très quotidiennes. Et après, donc je sais pas exactement quelles sont les théories qui fusent en ce moment, mais on dirait que beaucoup de gens disent que les vies antérieures ne seraient pas antérieures, mais comme si on était dans une espèce de multivers où toutes les vies sont un peu en même temps. Et que donc, quand on soigne ou guérit quelque chose dans cette vie-ci, ça peut aussi en parallèle soigner ou guérir, pourquoi pas, des choses dans les autres vies. Comme sur un certain plan, le temps n'existe pas. Voilà, mais après, je suis pas physicienne. On n'aura pas les réponses exactes. On n'aura pas les réponses et c'est pas grave. Et en fait, le mystère est amusant aussi et fait partie du jeu. Et à un moment, il faut accepter qu'il y a aussi un mystère. Et après, essayer simplement de voir ce qu'on ressent et comment on ressent les choses. Et voilà, moi, je ressens que j'ai eu déjà d'autres vies. Lors d'une séance individuelle, comment est-ce que tu procèdes pour réaliser un soin ? Comment ça se passe plus en détail ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, donc, en général, les gens me contactent avant. Ça passe à peu près sur 2 heures, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a un temps de parole. Et le temps de parole, il est important. Pourquoi ? Parce que souvent, il faut essayer de faire naître l'intention exacte. Parfois, les gens viennent sans savoir exactement pourquoi ils viennent. Et en fait, on a quand même besoin d'avoir une intention, d'avoir quelque chose à cibler, on va dire. Encore une fois, ça peut être un vieux trauma, une tristesse, un empêchement, une impression d'avoir quelque chose de bloqué. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses qui viennent, un besoin, voilà, un manque, quelque chose qui a été abîmé très loin dans la petite enfance et qu'il faudrait essayer d'aller réparer. Enfin voilà, des choses comme ça. Et donc une fois qu'on a réussi à mettre en place, enfin à trouver un peu l'intention commune, donc en général après la personne va s'allonger. Moi je vais sortir mes clochettes, mes hochets, puis mon tambour. J'ouvre d'abord un cercle de protection, voilà, avec des différents instruments, et le tambour arrive dans un deuxième temps. C'est comme si j'avais un œil ouvert, un œil fermé. C'est-à-dire que je peux presque avoir un œil ouvert réellement et un œil fermé. Donc j'ai quand même quelque chose qui me couvre un peu le visage. Je joue du tambour. Et en fait, au moment où je joue du tambour, et j'ai parfois des chants aussi qui me traversent, qui sont des chants qui sont faits pour la personne. En fait, quand la personne est en face de moi et que je joue du tambour et que j'ai un œil fermé, un œil ouvert, pour ainsi dire, en fait, je peux aller visiter des parties de son corps, par exemple. Donc, ça veut dire quoi ? C'est un peu comme le moi du rêve. C'est-à-dire que comme quand vous circulez dans un rêve, vous pouvez voir vos mains, vous pouvez voir vos pieds, et en même temps, vous voyez pas votre visage, mais votre présence est là. Donc, c'est ma présence qui arrive. Et donc, je vais voir, par exemple, ses pieds. Je vois, tiens, il y a un trou dans les pieds qui est dû, voilà, peut-être à la perte d'un de ses parents ou je ne sais quoi. Donc, on va mettre de l'argile. Je me fais aider aussi, justement, d'esprit protecteur. Il va falloir souffler à tel endroit. Après, on arrive dans le ventre et on se dit, ah, tiens, dans le ventre, il y a quelque chose qui manque. Ça se voit. Voilà, ça manque de feu, ça manque, il y a trop d'eau, il y a trop de quelque chose. Et hop, tac, on va commencer à faire des choses pour essayer de remonter les niveaux, les choses, voilà, par rapport au paysage qui se présente. Parfois, je vois la personne qui se met à côté de moi et qui me montre des choses. Et qui, par exemple, peut être habillée en chevalier, ou être habillée en dame du Moyen-Âge, ou être habillée en Robin des Bois, ou être habillée avec un personnage archétypal, en fait, qui me dit quelque chose aussi de son esprit, de sa manière d'être au monde. Dans votre ouvrage, vous parlez des plantes médicinales pour accompagner les voyages chamaniques.
Qu'est-ce que ça peut apporter et quelle est votre expérience avec ça ? Alors, moi, c'est quelque chose qui est arrivé dans un deuxième temps. Moi, c'est surtout le tambour qui est ma pratique. Et c'est celle avec laquelle j'accompagne les gens. Et après, sur mon chemin à moi, moi, je suis une participante, on va dire. En effet, j'ai participé à des cérémonies avec des plantes sacrées, avec des médecines, comme on dit. Et moi, ça m'a beaucoup apporté parce que ça, voilà, bien sûr, on sait tous que qu'on peut pas non plus le conseiller à tout le monde, que c'est quelque chose qui quand même doit venir d'un appel très profond et qu'il faut surtout ne pas faire ça avec n'importe qui, prendre n'importe quoi et le faire n'importe comment. Voilà, il faut quand même le dire, c'est très important. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de guérison intérieure. Ces plantes, tout comme le travail avec le tambour, parce que de toute façon, ça a le même but et ça prend simplement des chemins différents, m'ont aidé aussi sur ce cheminement de guérison intérieure. Comment est-ce que le tambour accompagne la transe et le voyage, selon vous ? Le tambour, en fait, c'est quelque chose qui est très hypnotique, parce que le rythme est très répétitif. Donc il y a quelque chose qui change les ondes cérébrales aussi, tout simplement. Donc déjà, c'est ça qui peut créer en fait la capacité à entrer en voyage. Et moi, tel que je le ressens, en fait, il y a la vibration du tambour qui joue beaucoup aussi. Si vous jouez du tambour à côté d'une bouteille d'eau, l'eau va vibrer. Nous, on est fait d'eau, on est fait de sang, on est fait de lymphe, on est fait d'énergies diverses. Et donc, le tambour va aussi créer un soin énergétique très puissant. En fait, il va faire bouger des choses à l'intérieur de nous. Et moi, tel que je le ressens, moi, je le vois comme quelque chose de très puissant et très doux. Et ça nous donne l'impression parfois, en fait, de recréer une bulle autour de nous et presque de nous prendre comme si on retournait dans une sorte d'utérus mystique, comme quand on était dans le ventre de notre mère et où on entendait le son de son cœur, qui était sans doute le seul son qui rythmait cette espèce d'espace entre les mondes où on était avant la naissance et voilà, non encore né, dans cette espèce d'état prénatal qui est un état quand même très mystérieux, où on s'apprête à entrer au monde et où on est sans doute en train de programmer déjà beaucoup de choses pour pouvoir vivre. Et donc, on était rythmé dans cet endroit un peu d'extase et d'union avec ce cœur maternel au-dessus de nous. Et en fait, le tambour recrée ça un peu. Il recrée cette matrice autour du corps et il permet justement à l'esprit de repartir dans ce grand voyage où on peut à nouveau rêver sa vie, où on peut à nouveau repartir justement dans des passés, aussi bien des passés de cette vie que parfois des passés d'autres vies, et où on peut repartir aussi dans l'histoire du corps. Et notre corps, c'est celui qui a vécu avec nous depuis le premier éclat de vie et qui sera là jusqu'au dernier éclat de vie et qui assiste à chacune de nos respirations. Et à l'intérieur de lui, en fait, sont codés, gravés toutes nos blessures, tous les événements qui ont été importants de notre vie. Et donc, le tambour permet aussi comme ça de redescendre à l'intérieur presque de ces cellules, en fait, et de voir celles qui auraient besoin d'aide et celles qui sont traumatisées, celles qui sont encore en train de pleurer, celles qui se sont cachées, et d'essayer d'aller remettre un peu d'harmonie et d'ordre à l'endroit où il y a disharmonie et désordre. On dit que le tambour choisit son chaman. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en tout cas, moi, ceux que j'ai choisis, je les ai choisis, ça c'est certain. Oui, tout d'un coup, on les entend, on les touche, on les caresse. C'est une question vraiment c'est une rencontre animale presque. En fait, c'est vraiment une question de son, d'amplitude, de vibration, de beauté aussi. Comment a émergé le chamanisme, du coup ? Au départ, le chamanisme est lié au peuple premier, est lié au lien que nous essayons de nouer avec la nature. Les premiers chamans, ils disaient la tribu de cerfs est de l'autre côté de la montagne, les guerriers peuvent partir chasser demain à l'aube. Voilà, il y avait quelque chose qui était très en lien avec la nature et très en lien avec la vie de l'homme face à la nature, la vie de l'homme avec la nature. Donc en fait, tous les peuples qui ont gardé des liens encore avec leurs ancêtres, avec les traditions spirituelles de leurs ancêtres, forcément, les traditions chamaniques ne sont pas mortes. Nous, en Occident, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, entre autres, l'Inquisition, qui fait qu'en fait, tous les sorciers, sorcières, sourcières ont été mutilés, tués, assassinés, mis sur des bûchers. Donc forcément, ça a créé un traumatisme tel que la spiritualité, depuis, est restée plutôt sous le niveau de la mer. Elle est vue avec beaucoup de méfiance. Et même les gens qui vivent des éveils spirituels ont peur. Parce que, karmiquement parlant, qu'on croit ou non à la réincarnation, imaginons qu'on y croit. Eh bien, si vous avez été une sorcière dans une vie antérieure et qu'on vous a brûlé, lapidé, brûlé vive, c'est sûr que quand vous revenez 3 vies après et que vous sentez qu'à nouveau vous êtes une sorcière, vous allez le cacher. Ça vous fait peur. Et vous pouvez même pas développer vos dons et vous les ravalez tellement que ça peut même causer peut-être des maladies psychiques ou autres. Et imaginons que pourquoi pas il n'y ait pas de réincarnation.
En fait, de toute façon, les histoires que nous racontent nos ancêtres et nos parents depuis qu'on est petit ou nos professeurs, c'est que, attention, les sorcières, on les brûle. Donc, de toute façon, le jour où vous sentez que vous avez des aptitudes de sorcière ou bizarre, ou que vous entendez des voix, ou que vous voyez un mort au pied de votre lit, vous vous dites, oh là là, je suis folle, il faut surtout pas que j'en parle. Et ça fait peur, parce qu'en fait, il y a la mémoire de la torture des sorcières, qui est restée vraiment comme un traumatisme transgénérationnel. C'est tabou, alors que dans ils les n'ont pas eu tribus ça, amérindiennes, ils sont presque vénérés, justement. Exactement. On leur donne des offrandes. Tout à fait. Et voilà, en Sibérie, en Mongolie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, c'est un métier qu'ils font en plus. C'est pas un métier en soi. Souvent, voilà, on est chaman en plus du reste et on peut quand même être père de famille, boulanger ou autre chose, en fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait en plus, plutôt. Parce que c'est notre destinée. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on sait faire, en fait, et qui, du coup, est là et qu'on doit utiliser. Parce qu'en fait, c'est pas pour nous qu'on devient chaman. En fait, de devenir chaman, c'est plus pour l'autre et pour la tribu que pour soi. Même si ça fait du bien à soi aussi au passage, c'est pas le but final. C'est pour ça que moi, au début, je voulais surtout pas... moi, je fermais ma porte. Et voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, OK, non, il faut quand même que je l'ouvre, cette porte, parce que c'est pas à moi que ça s'est arrivé, en fait. Ça m'est arrivé à moi, mais c'est pas pour moi. Voilà. Et après, par rapport au néo-chamanisme, en effet, je crois que ça vient du côté des Américains, mais les Américains, donc non amérindiens, occidentaux, donc, qui à un moment se sont dit, tiens, il y a vraiment une renaissance du chamanisme, mais peut-être qu'il faut quand même différencier le vrai chamanisme originel, on va dire, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la forêt, qui vivent dans les steppes, qui vivent dans les plaines et qui vraiment ont un besoin de chamanisme immense et qui vont sacrifier, je sais pas, des poules ou autre chose, enfin qui ont quelque chose d'archaïque aussi. Donc peut-être qu'il faut différencier ça finalement de ce que des occidentaux vivant dans des villes complètement déconnectées de la nature pourraient faire avec les mêmes pratiques, enfin en tout cas avec des pratiques inspirées. Et je pense que c'est de là qu'est né le néo-chamanisme. C'était aussi pour différencier justement deux courants, un ancien et originel, et un peu plus nouveau et qui, de temps en temps aussi, peut avoir des travers. Donc c'est comme toujours, soyez quand même toujours bien conscient de qui vous allez voir, pourquoi vous allez le voir, ne donnez pas votre pouvoir à qui que ce soit et restez toujours quand même conscient, méfiant, les yeux grands ouverts, et voilà, parce que c'est comme partout, en fait. Il faut jamais se laisser manipuler par quoi que ce soit. Il faut aussi vraiment écouter son cœur, son corps, son instinct et faire attention, quoi. Merci infiniment Claire pour tes mots et pour ta présence avec nous sur Aura Podcast. On peut retrouver ton livre en librairie et sur internet, Ma vie de chamane, chez Mama Édition. À très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup Marilou.